on va se lancer. Merci de votre présence. Donc, bienvenue au workshop du CSTV Formation, la contractualisation des jumeaux numériques de la conception à l'exploitation. Petit élément d'introduction, je ne sais pas si vous connaissez tous, le CSTV donc, est un acteur de référence dans la transition numérique et dans la formation. Le CSTV Formation, donc, c'est le département formation du CSTB. Nous intervenons dans différents domaines professionnels, la transition écologique, l'économie circulaire, la transition numérique, qui est le sujet qui nous aborde aujourd'hui, la réglementation, conduite d'opération, produits, procédés, qualité de vie et la prévention des pathologies. Aujourd'hui, on va être deux à intervenir sur un format dans lequel Marie et moi, on va lancer les sujets sur trois thématiques. La définition contractuelle des jumeaux numériques, l'obligation de mise en service. Vous achetez un logiciel, qu'est-ce qui se passe s'il ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe si le service n'est pas rendu? Et la délimitation des responsabilités en exploitation, et notamment la mise à jour des données. Je laisserai Marie se présenter. Pour ma part, donc je suis diplômé architecte d'État et consultant dans le domaine du BIM depuis 2010. Bonjour, Marie Pétremont, enchantée. Moi, je suis avocate donc spécialisée en propriété intellectuelle et j'interviens aussi sur tout ce qui est contractualisation aussi du BIM, qui est un domaine passionnant et encore très novateur et à l'état embryonnaire. Et donc, tout est à faire. Alors, la manière dont on a souhaité développer ce workshop, puisque une de mes obligations quotidiennes, c'est celle d'assister des maîtres d'ouvrage à la mise en place des jumeaux numériques, c'est que je vais jouer le rôle qui est le mien habituellement d'assistant à maîtrise d'ouvrage, de conseil d'un client et qui a besoin d'assistance juridique pour définir les prestations qui vont être sollicitées dans les différents contrats, qui iront de la création de maquettes numériques jusqu'à l'intégration d'un building operating system ou à l'exploitation d'applications de services. Dans ce contexte, notre premier point d'achoppement, notre premier point d'intérêt, c'est comment on va définir bête et méchamment le jumeau numérique. On sait depuis une dizaine d'années qu'on travaille dans le BIM que la définition du BIM, c'est réglementé. Je vous renvoie au CCAG publié en 2021. La définition du BIM en France est réglementaire et on a des normes qui appuient cette réglementation, parmi lesquelles la plus connue, la 19650. Donc, côté BIM, on souffle. Dans mes contrats, on sait comment l'encadrer. Par contre, lorsque j'intègre la notion de jumeau numérique, qui n'est peut-être pas la même, qui n'est certainement pas la même, eh ben, je n'ai plus de documents réglementaires, je n'ai plus de documents normatifs qui m'assistent à cette définition. Et c'est à ce moment-là, quand on commence à écrire des lignes et des lignes pour définir le jumeau numérique, qu'on aura besoin de savoir, finalement, du point de vue juridique, Marie, comment on fait pour encadrer cette notion à l'état contractuel du projet. Effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que sur le BIM, vous avez des définitions qui sont normées, qui sont parfois peu intelligibles. Je pense évidemment aux normes ISO, que, in fine, c'est ce qu'on disait avec José tout à l'heure, dans la pratique, vous ne les utilisez pas comme ça, ou en tout cas, vous n'êtes pas du tout dans ce dialogue-là par rapport à ces normes, mais elles existent. Donc, quand même, dans les contrats, c'est vrai qu'on peut tout de suite, que ce soit dans la convention BIM, que ce soit dans les contrats entre maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, c'est des éléments qui peuvent ressortir. Aujourd'hui, on a une difficulté qui est majeure parce que vous n'avez pas de réglementation pour le jumeau numérique, enfin les jumeaux numériques. Ce qui fait que votre seule réglementation, c'est votre contrat. Et ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, je pense que pour vous, la loi des parties aujourd'hui, c'est vos contrats. C'est comment vous allez définir vos clauses, les termes que vous allez employer. Et la problématique la plus grande, c'est que vous allez avoir une infinité de contrats avec une infinité d'intervenants. Et ce sur quoi il va falloir, dans un premier temps, vous poser le plus de questions, c'est comment on utilise les définitions qu'on reproduit
dans l'ensemble des contrats pour essayer d'avoir une harmonisation sur ces définitions de notre jumeau numérique ou des jumeaux numériques en fonction de l'exploitation, de la conception, parce que comme vous savez aussi, il y a les différentes phases qu'il va falloir distinguer, que ce soit la phase de conception, la phase de réalisation, la phase d'exploitation et la phase de maintenance. Et donc, c'est des définitions qui peuvent aussi beaucoup varier avec le temps et le temps long du bâtiment. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que contractualiser, c'est bien, anticiper, c'est bien, mais ne pas non plus trop figer dans le marbre pour que vous ne vous retrouviez pas après avec votre contrat qui fait la loi entre les parties, en fait, parce que vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas de réglementation. Donc le seul élément qui fera loi entre vous, c'est votre contrat. Et donc, c'est comment, au fil du temps, vous allez pouvoir harmoniser et contractualiser. Et ça, c'est vrai que en termes de conseils que je peux donner, parce que c'est difficile là de vous donner comme ça un conseil figé, mais conseils que je peux donner, c'est d'avoir un référent peut-être par équipe qui sont désignés et de réfléchir voilà, à cette définition et comment vous voulez la contractualiser. C'est très important et de toujours engager dans le contrat, de dire que ça pourra être modifié par l'accord écrit ultérieur. Alors, toujours sur le même sujet, mais pas dans la réglementation des jumeaux numériques, mais dans les réglementations qui peuvent y être associées. En tant que conseil, j'ai des difficultés avec mes clients pour délimiter les responsabilités en matière de RGPD ou en matière de propriété intellectuelle. Alors, ce n'est pas des réglementations ou des lois qui sont spécifiques aux jumeaux numériques, mais qu'est-ce qu'on pourrait préciser? Est-ce qu'on pourrait préciser la question de à quel moment on a des données sensibles dans le jumeau numérique ou à quel moment on dépasse la question de la propriété intellectuelle des bases de données, par exemple. Oui, tout à fait. Et surtout, parce que bon, on a les bases de données. En termes de propriété intellectuelle, vous pouvez avoir plusieurs spectres. Vous pouvez avoir des bases de données, vous pouvez avoir le droit d'auteur sur ces bases de données, vous pouvez avoir des brevets qui peuvent être aussi sur les algorithmes, mais il faut savoir que vous ne pourrez breveter ces algorithmes que si ils sont rattachés à une invention, c'est-à-dire que l'algorithme en lui-même n'est pas brevetable. Vous pouvez avoir aussi tout le droit d'auteur sur la maquette de l'architecte, et donc c'est savoir comment on envisage aussi le fil des contrats de cession de droit, parce que ça c'est très important, c'est-à-dire que le fil du contrat des cessions, il doit être prévu au fur et à mesure des interventions des interlocuteurs. Une seule clause de cession ne peut pas permettre ensuite la garantie des droits et de l'exploitation des droits si ça n'a pas été transmis en chaîne, en fait. Donc, si je comprends bien, à différence de ce qui se passe dans la maquette numérique, qui est un ensemble de données figées dans le temps, auxquelles déjà s'appliquent des questions de propriété intellectuelle qu'il faut réguler, et qu'on connaît bien tous ça, dans les cahiers de charges BIM, dans les conventions BIM, ici, on va rajouter les éléments de complexité, des algorithmes supplémentaires qui font vivre le jumeau numérique, et éventuellement des spécificités de la structuration de la base de données à l'intérieur du jumeau numérique. C'est-à-dire que ça ne se pose plus la question de la structuration de mon IFC en tant que maquette numérique, puisque celui-là, je l'ai réglé avec les documents, entre guillemets, BIM essentiels, mais là, je suis sur un sujet qui est un petit peu complexe, un petit peu en tout cas plus nouveau. On ne voit pas les cahiers de charges. Et surtout en cascade, en fait. C'est-à-dire, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment une cascade de contrats et de droits contractuels et de cessions de droits qui vont devoir être mises en œuvre. Ouais. Je ne sais pas si on garde les questions pour la fin ou si vous avez déjà des questions sur ce premier item ou des remarques qu'on pourrait faire sur la définition. C'est une vraie problématique quotidienne. Comment on définit le jumeau numérique et comment on va l'encadrer pour que les missions soient remplies par la suite? S'il n'y a pas de questions, on passe au point suivant. Oui, parce que juste pour dire, c'est vrai qu'on a un domaine aujourd'hui quand même en France qui utilise les jumeaux numériques depuis longtemps, c'est les centrales nucléaires. Donc ça, c'est un point, c'est vrai, où nous, c'est très réglementé et très sécurisé. Donc on intervient de manière... En fait, on nous obstrue des informations parce que c'est une matière qui est extrêmement sécurisée. Mais c'est vrai qu'on peut se référencer un peu, parce que ça fait au moins... 15 ans, en fait, voire plus, qu'on a vraiment quelque chose qui est mis en place par rapport au nucléaire, en fait, aux centrales nucléaires qui utilisent ce procédé depuis un bon moment. Et tout en sachant que les questions qu'on pose là, c'est des questions qui s'orientent sur le jumeau numérique de bâtiment, qui ne seraient absolument pas les mêmes sur les jumeaux numériques de santé.
sur le jugement numérique urbain, sur le jugement numérique fonctionnel, d'autres systèmes. Enfin, tout à fait. C'est vraiment très spécifique. Et notamment pour le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, je pense que tout le monde le connaît et qui aujourd'hui, je vous invite à vous conformer au RGPD. Et sur le bâtiment, c'est vrai qu'on différencie quand même les données à caractère personnel des données non personnelles. Et vous aurez une liberté d'action par rapport à ça qui sera plus ou moins stricte. Et c'est très important aussi d'avoir un référent en fait, données personnelles ou quelqu'un qui s'y connaît au sein de votre entreprise ou au sein des partenaires avec qui vous travaillez pour savoir et pour pouvoir délimiter quand on est dans le cadre des données personnelles et quand on n'est pas dans ce cadre des données personnelles. C'est un point aussi essentiel. Alors, si on continue l'évolution, et vous n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des questions, lorsque j'assiste encore mes clients, mes maîtres d'ouvrage à l'installation de jumeaux numériques, au déploiement de jumeaux numériques bâtimentaires, j'insiste beaucoup, il y a la question du service rendu qui se pose. Je cite plusieurs de mes partenaires pour n'en fâcher personne. Imaginons que je contractualise avec Vaillant Data, avec Spinalcom, avec Attenda, avec Axeopep, peu importe, différents types et formules de jumeaux numériques. On ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Je fais exprès de ne pas citer les types de logiciels. Qu'est-ce qui se passe pour moi et pour mon client lorsque le service qui est engagé n'est pas rendu? Et comment je suis en capacité de cocher la case ou de ne pas la cocher et de récupérer l'argent ou de récupérer les éventuelles pénalités d'un service qui n'est pas acquis à 100%. Je mets un exemple très concret. On m'a promis réguler l'énergie, et quand je dis l'énergie, on va mettre la température, la régulation de la température, à travers un jumeau numérique. Il se trouve que l'éditeur intégrateur a eu la commande, il a signé les marchés. Au moment de la mise en service, j'appuie sur le bouton à l'écran, réguler tout à 18, 19, 20 degrés. Quand je fais le constat de la régulation des automates, des régulateurs d'air, etc., ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la maîtrise d'ouvrage? Qu'est-ce qui se passe au sens du service rendu qui est par ces intégrateurs-éditeurs? Je dis intégrateurs-éditeurs parce qu'on est encore dans un domaine suffisamment jeune pour lequel souvent l'éditeur est l'intégrateur. Mais on pourrait aussi poser la question dans le cas où ce n'est pas les mêmes. Il y a des éditeurs qui ne sont pas intégrateurs. Mais bon, restons sur le cas intégrateur-éditeur. Comment on fait, comment on se protège, moi, conseil, et mon client, pour que ce service rendu soit rendu et en cas de défaillance, on ait la protection nécessaire. Encore une fois, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger et pour vous protéger au mieux, c'est contractualiser. Ça veut dire prévoir dans vos contrats des clauses qui prévoient expressément les responsabilités, que ce soit en cascade ou pas, mais en tout cas que vous puissiez vous retrouver dans une situation, très clairement, vous puissiez vous retourner vers un interlocuteur et qu'on puisse ne pas jouer au jeu de « Ah non, mais c'était pas écrit, c'était pas prévu, je pense que c'est pas moi, ça c'est cette personne ». Ça, c'est pareil, c'est fondamental. Encore une fois, vous n'avez pas de texte parce qu'aujourd'hui, vous avez un code civil sur le locateur d'ouvrage, l'article 1782, toute la responsabilité en fait des constructeurs. Le problème, c'est que on n'a encore pas, la jurisprudence est tellement embryonnaire qu'on n'a pas de jurisprudence aujourd'hui claire qui fait une application du code civil similaire à une maîtrise d'ouvrage ou à un cas de maître d'ouvrage classique, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y aura, parce que on n'a pas, en fait, on est très en retard. Comme d'habitude, l'aspect législatif est toujours à la traîne par rapport à ce qui se passe en pratique. Et donc, on n'a pas la législation totalement adéquate. Je pense que les magistrats vont être obligés, en fait, de se référer dans un premier temps, en tout cas parce que ça va bouger, parce que ça n'est pas totalement applicable. Mais dans un premier temps, les magistrats vont se référer à cette loi-là. Et donc, il faut la connaître. Ça, en plus, c'est des responsabilités qui sont très spécifiques. Donc, je vous invite à avoir, encore une fois, un référent ou une personne qui connaît la responsabilité des locataires d'ouvrage, des ouvrages, des maîtres d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, de vous dire que vous pouvez vous référer à cette jurisprudence-là, ou en tout cas à ces droits-là, mais que ça ne sera pas suffisant. Et que pour parer à ça, vos contrats doivent être le plus précis possible et prévoir toutes les possibilités pour engager les responsabilités. Alors, pour renvoyer un peu à nos expériences sur le BIM, parce que ce qui est intéressant dans le BIM, c'est qu'on a 10 années dessus, enfin 10-15 années dessus, et on a vu,
Je me souviens encore des premiers cahiers de charges de Bernard Ferriès pour la région Bourgogne, qui étaient de quelques dizaines de pages, très sommaires. Et au fur et à mesure, ces cahiers de charges ont venu accompagner des tableaux de niveau de développement ultra détaillés, détaillant toutes les propriétés, toutes les valeurs, tous les types de valeurs inclus dans les maquettes. Et on s'est retrouvé dans les années 2020 avec des cahiers de charges extrêmement lourds, très précis, notamment de la part des bailleurs sociaux, pour respecter les consignes BIM. Cela veut dire, si je suis ton raisonnement, qu'en matière de smart building, il faudra qu'on se retrouve dans une description des services au même niveau de précision qu'on se retrouve dans le BIM à une description des paramètres ou des propriétés. C'est quelque chose qui va être très détaillé. Là où aujourd'hui, les cahiers de charges smart building restent des cahiers de charges, je ne vais pas dire sommaires, mais de quelques dizaines de pages, en tout cas qui ne détaillent pas les services avec un niveau de finesse aussi précis qu'un tableau de niveau de développement. C'est un peu ça que... Tout à fait. Et plus vous développerez, plus vous préciserez, plus vous serez protégé, très clairement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce deuxième point, sur la précision de la prescription ou la vérification de l'accomplissement des prestations des intégrateurs ou des éditeurs? Je vous en prie. Juste pour répéter la question, effectivement, la question ou la remarque, c'est est-ce qu'on peut se baser dans le smart building et dans le jugement numérique sur le respect des normes existantes, des règles existantes, des prestations existantes, je vais le dire ça au sens large, dans le domaine de la GTB au sens large, la ventilation, la sécurité incendie, etc. C'est un peu ça, je pense, pour rappeler. Non, et ce que je vous disais, c'est que oui, vous pouvez absolument piocher, puisqu'encore une fois, le jour où on se retrouvera comme très clairement pour le BIM avec une normalisation qui est en train de se mettre en œuvre très clairement et de plus en plus, et la France est à la traîne, mais je pense que ça ne devrait pas rester comme ça encore très longtemps, vous pouvez absolument piocher dans les normes qui vous intéressent et qui vous conviennent, sans problématique de mon côté, à ce stade. Sous réserve qu'il y ait une évolution, enfin qu'il n'y ait pas voilà, sous réserve qu'il n'y ait pas un arsenal juridique qui intervienne entre-temps. Sachant que, comme pour le BIM, le domaine des jugements numériques bâtimentaires se structure et qu'on a des normes européennes qui arrivent petit à petit. Le travail de recherche mené notamment dans le sud de la France autour de Smart Readiness Indicator est une démonstration du besoin de structuration des services. Le Smart Readiness Indicator nous montre, nous définit et nous évite à redéfinir contractuellement chacun des services que l'intégrateur éditeur auquel il doit répondre à la fin du cycle. D'autres remarques sur le sujet? Troisième élément, et troisième sujet sur lequel on se confronte très fréquemment dans les marchés de jugements numériques. Une fois qu'on a réussi à écrire l'appel d'offres, à l'attribuer, qu'on a bataillé pendant quelques mois ou quelques années pour intégrer le jugement numérique, le faire tourner, le mettre en opération, vérifier le recettage de tous les points et que tous les services fonctionnent, dès le lendemain, la question se pose des modifications de projet. Enfin, des modifications du bâtiment, commençons par là, c'est-à-dire que le bâtiment a une vie. Ce qu'on ne m'avait pas appris en école d'architecture ou en école d'ingé, on m'avait dit, vous livrez un bâtiment, vous êtes tranquille, non. Le lendemain, il y a des modifications, et beaucoup. Comment on structure ces responsabilités de modification ou de mise à jour post-livraison et mise en fonctionnement du jugement numérique? Comment on fait pour que les prestataires, puisqu'il n'y en aura peut-être pas qu'un seul, ne se marchent pas sur les pieds et qu'ils puissent les uns les autres compléter chacun au bon niveau ce fameux jugement numérique et le maintenir sur le temps. Parce que très fréquemment, le défi est celui de le monter, de le concevoir, de le mettre en opération. C'est déjà très difficile et très lourd. Enfin, le lendemain de la livraison, on se rend compte que c'était la partie la plus facile. Le faire vivre, c'est encore plus compliqué. Comment délimiter ces responsabilités-là? Déjà, ne pas donner l'accès à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas intervenir sur n'importe quoi. Donc, c'est à vous aussi de prévoir quel prestataire peut accéder à quelle mise à jour, sous quelles conditions, dans quel cadre de temps. Donc ça, encore une fois, si ce n'est pas prévu au contrat, rien ne vous empêche de prévoir des avenants, des annexes et au fur et à mesure, effectivement en voyant les difficultés, les problématiques, d'aménager par rapport aux soucis auxquels vous serez confrontés. Autre chose que j'ai aussi en tête, c'est que ayez toujours en tête que dans vos documents
contractuelles, que ce soit la convention BIM, les conditions générales, les conditions particulières. Si un jour vous vous retrouvez face à une problématique et devant une juridiction, vous aurez une hiérarchisation des documents contractuels. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que si vous avez des documents contractuels où il y a des antinomies, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont contradictoires dans soit les responsabilités, l'exécution, et ben en fait, ce sera toujours les documents, comme vous le savez, avec des conditions particulières qui prévaudront sur les documents avec les conditions générales. Ce qui veut dire aussi que bien souvent, votre convention BIM, parce que c'est vrai qu'on le dit et on le répète, il faut des conventions BIM très précises, et moi j'invite à faire ça, mais ne jamais oublier que la convention BIM, elle arrive très à la fin de vos documents contractuels qui feront foi et qui seront les plus importants si vous êtes face en fait à un litige et face à une juridiction où ce sera toujours d'autres documents qui primeront. Donc ce que je vous invite, c'est toujours à avoir une convention BIM extrêmement détaillée, mais de faire remonter ce que vous avez indiqué dans la convention BIM au niveau des conditions particulières pour qu'on puisse vraiment avoir le moins de contrariété possible entre vos dispositions et que ça puisse prévaloir en fait. Voilà. Et donc voilà, bien avoir en tête que vous avez une hiérarchie en fait de vos documents contractuels et que tous malheureusement ne se valent pas. Et ça, faut l'avoir en tête au niveau de la rédaction aussi. Ce qui me renvoie à un problème technique factuel, c'est que tous les fournisseurs éditeurs de jumeaux numériques ou de logiciels avenants, on ne va pas faire la liste, ne donnent pas accès à une ségrégation des droits ou une gestion des droits aussi fine qu'on pourrait l'imaginer dans les contrats. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire que selon le logiciel que vous utilisez pour faire vivre votre jumeau numérique, vous aurez ou pas le droit de distribuer sur un même objet des accès à telle propriété ou à telle autre, et même sur la variation de la valeur. Certains vous permettront de limiter les variations de valeur, d'autres ne vous permettront pas de limiter. Et donc, du coup, quelque part, le choix technique du logiciel que fait le conseil technique, qui assiste le conseil technique, ben, aura une incidence sur la capacité de délimiter les responsabilités juridiquement. C'est toujours dans le détail que ça se joue. Là, voilà, on me dit, non, mais tu peux gérer les droits par maquette. Ah oui, par maquette, il y en a 14 intervenants contractuels sur cette maquette. Non, tu peux gérer les droits par étage. C'est peut-être pas mieux. Tu peux gérer les droits par type d'objet. Ça commence à être mieux, parce que je vais commencer à lotir, selon les types de contrats. Mais il y a des objets qui sont gérés avec plusieurs intervenants. Ah non, mais à sein des objets, tu peux gérer les droits par famille ou groupe de paramètres. C'est encore mieux, etc. Et sur la responsabilité, sur ce troisième point, ce qui va être, pour moi, je pense, un des enjeux majeurs là, des prochaines années à venir, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle sur les mises à jour, la maintenance et comment, en fait, on va matérialiser les responsabilités. Ça, juridiquement, ça va être un point qui va être, qui est titanesque, en fait, enfin, vertigineux et titanesque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces... Allez-y. Je ne sais pas où est le micro. Je vous en prie. Le monsieur voulait faire un... Allez-y, je vous en prie. On parlait de logiciels et... Bonjour. Bonjour. On parlait de logiciels et d'intégration logicielle. Une fois qu'on a l'intégration BIM qui est faite, le logiciel qui est fait avec l'exploitation qui est en place, comment ça se passe au niveau purement logiciel? Est-ce qu'il faut maintenir des licences? Est-ce qu'il y a des licences payantes à venir? Est-ce que par exemple, si on fige à un moment donné à la réception avec un type de logiciel donné, est-ce que plus tard, quand les supports vont évoluer, quand l'outil informatique va évoluer, est-ce qu'il n'y aura pas des bugs? Et est-ce qu'on est à la fois obligé de contractualiser une mise à jour logicielle voilà, ce qui fait qu'on dépend déjà on doit payer la maintenance un peu GTB et en plus on devrait payer le logiciel. Alors est-ce qu'il y a des possibilités de logiciels libres? Est-ce qu'il y a ce genre de choses au niveau Ça, après, vous avez toujours des possibilités de logiciels libres. Après, c'est aussi comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez en open source ou pas? Quelles données vous traitez? Comment ça se passe au niveau aussi des cyberattaques? Parce que ça, c'est aussi, on le sait, hein, c'est le sujet récurrent et qui ne fera que croître. Mais moi, je ne peux que vous inviter à conclure des contrats de licence et à les revoir et à les réviser et à les adapter, les moduler dès que vous le pouvez et dès qu'il y a des modifications conséquentes. Les éditeurs vont vous l'imposer partiellement. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont vous imposer partiellement au moins une maintenance technique les premières années. Ouais. Et il faut dire que l'informatique au sens large, pas que le BIM et pas que le jumeau numérique,
passe en mode SaaS. Ouais. Et donc, ça veut dire que tout ce qui passe en mode SaaS, je vais faire très simple, vous payez à l'usage. Et donc, ça veut dire que la réponse est, on va payer de manière constante sur le long terme. Alors, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on va me dire, mais la GTV, j'ai acheté ma licence, je l'ai installée, et puis j'étais libre pendant 30 ans. Je ne sais pas si c'était un grand succès, la capacité à réguler, à utiliser les GTV dans nos ouvrages pendant les 20 dernières années. Mais on avait acheté le logiciel, et pourtant, on ne l'a peut-être pas utilisé. Si maintenant, on n'a pas acheté le logiciel, mais on le loue, est-ce que ça va nous donner plus de chances de l'exploiter de manière plus fine? J'en sais rien. Mais le fait est que moi qui passe, j'ai passé une demi-douzaine de marchés d'intégration de tout ce qui ressemble à un jumeau numérique bâtimentaire. J'ai eu partiellement le mode on-premise, jamais 100%. Et j'ai eu la grande majorité en mode SaaS. Et donc la grande majorité, je chiffrais l'OPEX. L'OPEX était aussi important que le CAPEX. On va faire simple. L'abonnement était aussi important que l'installation. Et surtout, avec la multiplicité des projets, bon, il y en a certains qui pourront être standardisés, mais par exemple, moi je suis dans une collectivité territoriale, la variété des bâtiments est totalement différente. Les projets seront totalement différents, donc les maîtres d'œuvre seront différents, les plateformes de BIM seront différentes, donc on aura, si ça se trouve, 50 000 abonnements de... 50 000 abonnements à maintenir. Enfin, je suis d'accord. Hein. Ça augmente les coûts d'exploitation. Il y a des collectivités qui prennent le choix d'imposer, comme ils ont imposé partiellement certaines sur la GTB, le fonctionnement de jumeaux numériques à l'échelle de leur patrimoine. Pas territorial, mais à l'échelle de leur patrimoine. Attention, les échelles d'investissement ne sont pas du tout les mêmes. Alors clairement, là, on est dans des échelles d'investissement du jumeau numérique à l'échelle patrimoniale qui sont... je ne dis pas inatteignables, mais qui sont très importantes. Un logiciel de gestion technique et patrimoniale, ça va vous faire dans de 4 à 5 euros l'OPEX. Un logiciel de jumeau numérique, de ce que moi j'ai eu comme retour d'expérience, le mètre carré. Hein, le mètre carré. J'arrive des fois même à 12-13 euros. Ce qui est... Enfin, quand je assiste une collectivité à 4 millions de mètres carrés, c'est impossible de mettre en place ces systèmes. Les systèmes de gestion technique patrimoniale marchent à 4 euros parce qu'il y a des économies d'échelle qui font passer à 3, puis à 2, puis même à 1,50. Et donc, du coup, à 1 euro ou à 1,50 €, même sur 4 millions d'euros, ça fait une opération à 4 millions, c'est palpable. Si je multiplie ça par 17, c'est ne plus à l'échelle. Voilà. Donc, ça, il faut prendre ça avec la bonne mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres remarques? On a abordé toutes les thématiques pour vous, juridiques? Alors, Marie et moi, nous intervenons dans le programme du CSTV Formation, dans le programme Devenir AMO Smart Building. Il n'y a pas que Marie et moi, nous sommes une demi-douzaine de formateurs qui intervenons sur une très large diversité de thématiques juridiques, de montage d'opérations, de description technique des maquettes, de description technique des jumeaux numériques, de liaison entre les jumeaux numériques et la GTB. Laurent s'en charge très bien de ça dans sa formation. Je ne vous invite qu'à vous former, de préférence au CSTV Formation, mais vous êtes bienvenus en formation un peu partout, et à contacter Myrtille selon vos besoins. On vous en remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée.